On résume souvent le capitalisme à une histoire d'argent et d'excès, mais c'est bien plus que ça. C'est une logique silencieuse, devenue presque naturelle, qui nous accompagne partout et tout le temps. Je ne vais pas vous dire si c'est bien ou mal, mais je vais vous montrer comment cette logique fonctionne, comment elle influence nos choix quotidiens, et surtout, ce qu'on perd quand on ne se rend même plus compte qu'on la suit. C'est une vidéo que j'aurais aimé découvrir il y a 10 ans. Alors si vous voulez mieux comprendre ce monde et peut-être choisir plus librement comment vous y vivez, bienvenue. Commençons par le mot lui-même, capitalisme. Qu'est-ce qu'il signifie? Déjà, c'est un isme, donc il désigne un système, une manière d'organiser le monde autour d'une idée centrale, le capital. Mais c'est quoi exactement le capital? Sur le plan économique, c'est l'ensemble des ressources utilisables pour produire des biens ou des services. Ça peut être le terrain d'un agriculteur, les bureaux d'une start-up ou même directement de l'argent, mais aussi des choses moins tangibles comme des parts dans une entreprise ou des droits d'auteur. Ce capital, on ne le conserve pas passivement, on le met en mouvement. L'industriel investira dans de nouvelles machines, le boulanger commandera un four plus performant. Dans tous les cas, chaque acteur cherchera à faire fructifier ses ressources. Et lorsque ce capital produit quelque chose, on le vend pour réaliser un profit. Ce profit, c'est du nouveau capital qu'on réinvestit au plus tôt. Et c'est précisément cette boucle qui constitue la logique centrale du capitalisme. Transformer du capital en encore plus de capital. Ce phénomène, vous le connaissez sûrement sous un autre nom, la croissance. Mais pourquoi cette obsession pour le profit? Dans ce système, le profit n'est pas juste un bonus ou une récompense, c'est une condition de survie. Que ce soit pour innover, embaucher, se développer ou juste rester à flot, il faut être rentable. Ce n'est pas une question de morale ou de cupidité, mais une nécessité. Comme un corps sans nourriture, une activité sans profit finit par s'éteindre. Même ceux qui veulent simplement rendre service à la société doivent penser rentabilité, sinon leur durée de vie économique sera limitée. C'est ainsi que la logique du profit, souvent critiquée comme une forme d'avidité, est en réalité une nécessité structurelle du capitalisme lui-même. Mais pourquoi avoir organisé notre système autour de cette exigence permanente de rentabilité? Pour répondre à cette question, regardons de plus près la mécanique interne du capitalisme. Ici, les ressources, qu'il s'agisse de capital financier, de temps, d'équipement ou d'idées, sont détenues par des acteurs privés. Chacun cherche naturellement à défendre ses propres intérêts en faisant fructifier ce qu'il possède. Prenez une entreprise comme le slip français. Son but n'est pas simplement de couvrir nos fesses avec du Made in France. Sa mission fondamentale, c'est de transformer chaque euro investi aujourd'hui en davantage d'euros pour demain. Et si elle échoue, d'autres prendront sa place car elle évolue dans un environnement de compétition permanente. C'est pourquoi dans ce système, il ne suffit pas de juste bien faire son travail, car stagner, c'est déjà reculer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais seul sur le marché. Il existe toujours un concurrent capable d'accomplir la même tâche un peu plus rapidement, un peu moins cher ou d'une façon plus attractive. C'est ça qui stimule l'innovation, pousse à l'efficacité et fait émerger de nouvelles idées, même si ça impose un rythme souvent épuisant. Prenons un exemple simple. Un investisseur place ses économies dans votre entreprise. Il ne cherche pas seulement à préserver son argent. Ce qu'il veut, c'est que son investissement rapporte davantage qu'hier et davantage que chez vos concurrents. La logique est claire. Si son argent ne produit pas assez de rendement, il ira le placer ailleurs. C'est ainsi que la croissance est devenue la norme absolue. Une course sans ligne d'arrivée. Parce que dans ce système, le capital ne dort jamais. Il circule, se multiplie, cherche sans arrêt de nouveaux territoires à conquérir. Alors, on crée de nouveaux besoins, on pousse à consommer davantage et on transforme peu à peu chaque geste quotidien en opportunité commerciale. C'est ce qui stimule l'économie et ça pose aussi des questions sur la durabilité. Mais ce n'est pas tout. Cette logique du capital ne se contente pas d'exister dans l'économie ou les entreprises. Elle a fini par imprégner chacun d'entre nous, jusqu'à influencer notre façon même de penser. Aujourd'hui, pour trouver un emploi, vous devez apprendre à vous vendre comme une marque. Si vous attendez un enfant, vous devez penser à son éducation comme à un investissement stratégique. On ne dit plus qu'on est allé dans un pays, mais qu'on a fait un pays. On ne vit plus une expérience, on consomme une destination. Nous sommes devenus des touristes. Et le touriste, c'est celui qui fait un tour, comme on fait le tour des magasins. Cette logique marchande s'insinue dans notre langage, nos comportements, jusqu'à devenir presque invisible. Petit à petit, on ne travaille plus simplement pour vivre, on vit pour rester compétitif. Car dans un monde structuré autour du profit, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, il suffit simplement de ne pas être le dernier. Pourtant, beaucoup de gens ne rêvent pas de compétition, de performance ou de rendement. Ils souhaitent simplement faire leur travail avec soin, contribuer utilement à leur communauté ou vivre tranquillement, sans course permanente à l'efficacité. Ces aspirations sont profondément légitimes, mais le problème, c'est que le système ne juge pas les intentions, il juge les résultats. C'est pour ça que si une activité n'est pas rentable, elle disparaît peu à peu.
Non pas parce qu'elle serait inutile, mais simplement parce qu'elle ne génère pas assez de profit. Même si votre seule ambition est d'épargner modestement pour votre avenir, vous n'échappez pas à cette logique. Vous devez investir pour vous protéger de l'inflation, qui est elle-même le fruit de cette dynamique de croissance permanente. Dans ce système, tout est incité à rester en mouvement, parce que s'arrêter, c'est déjà perdre. Et c'est précisément en cela que le capitalisme est puissant. Ce n'est pas un système reposant sur des individus particulièrement avides ou cyniques. C'est un système qui simplement organise nos comportements et nous pousse à agir selon des logiques économiques, peu importe nos convictions profondes. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Personne ne s'est réuni autour d'une table pour décider du capitalisme à main levée. Ce système s'est lentement construit dans les interstices du monde féodal, au fil du développement du commerce et de l'essor des villes, il y a environ 500 ans. Petit à petit, la possibilité de posséder, d'investir, puis d'accumuler est devenue une norme. Et cette norme s'est imposée de partout. Mais le capitalisme que nous connaissons aujourd'hui n'est pas né d'un seul bloc. Il s'est transformé plusieurs fois. D'abord marchand, avec le mercantilisme des grandes puissances européennes qui accumulent richesses et colonies par le commerce, la conquête et le contrôle des routes maritimes. Puis industriel, avec les usines et l'essor du salariat généralisé. La richesse ne vient plus du lointain, mais de la capacité à produire toujours plus et toujours plus vite. Ensuite, financier, avec la montée en puissance des banques, des marchés boursiers et des grands conglomérats. Après 1929 et les deux guerres mondiales, c'est le capitalisme régulé. Les États interviennent pour encadrer les marchés, redistribuer les richesses et stabiliser les sociétés. À partir des années 1980, le modèle devient néolibéral. Dérégulation, mondialisation, ouverture des marchés. L'État recule pour laisser plus de place au marché. Et aujourd'hui, une nouvelle phase est en cours, celle du capitalisme numérique. La richesse repose maintenant sur les données, les algorithmes et l'information. Le capital circule à la vitesse de la lumière et le pouvoir appartient à ceux qui captent notre attention, influencent nos choix et modèlent nos comportements. Évidemment, le capitalisme ne fonctionne jamais tout seul. Il est toujours accompagné de l'État. Et chaque pays applique sa propre recette. Certains choisissent un capitalisme libéral, misant le plus possible sur les mécanismes du marché. D'autres préfèrent réguler fortement, redistribuer une partie des richesses ou ajuster certains aspects du marché pour en limiter les excès. On parle ainsi de capitalisme anglo-saxon, rhénan, nordique, d'État, autant de variantes avec chacune ses particularités culturelles et politiques. Mais dans tous les cas, la logique centrale reste la même. Faire croître le capital. La différence réside principalement dans la façon dont on gère les conséquences de cette croissance et dont on répartit les richesses produites. Un constat, c'est que ce système a permis des avancées extraordinaires. De la machine à vapeur aux technologies numériques, en passant par les grands progrès médicaux, l'humanité a innové comme jamais, créé une abondance matérielle considérable et permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté absolue. Bien sûr, on critique souvent les inégalités du capitalisme, et avec raison, mais reconnaissons aussi que l'enrichissement des uns ne signifie pas automatiquement l'appauvrissement des autres. Beaucoup de ceux qui se sont enrichis l'ont fait en répondant à de vrais besoins collectifs. Ce qui pose réellement problème, ce n'est donc pas la réussite en elle-même, mais plutôt ce que produit l'accumulation excessive du capital. La concentration du pouvoir. Ce pouvoir n'est pas toujours évident à repérer. Il agit discrètement, orientant nos choix collectifs, déterminant ce qui est jugé réaliste, rentable ou prioritaire. Mais peut-on vraiment parler d'un système juste quand les règles du jeu sont écrites par ceux qui en maîtrisent déjà parfaitement les codes ? Au-delà même du pouvoir, il existe une autre tension, encore plus profonde. Pas seulement entre l'humanité et son environnement, mais entre l'humanité et elle-même. Si l'univers semble infini, nos capacités ne le sont pas. Notre attention, notre énergie, notre santé mentale, notre capacité à vivre ensemble ont toutes des limites. L'humanité a repoussé bien des frontières, et elle continuera certainement à le faire. Mais à force de viser toujours plus haut, ne sommes-nous pas en train de bâtir une nouvelle tour de Babel ? Cette fois, elle ne serait pas faite de briques, mais de données, de profit et de productivité. Un édifice immense qui pourrait finir par s'écrouler, non pas parce qu'il serait techniquement impossible à réaliser, mais parce qu'il aurait perdu tout son sens humain. Pour l'instant, nous nous adaptons, mais un jour, peut-être devrons-nous sérieusement nous demander, cette croissance est-elle encore au service de notre humanité, ou sommes-nous devenus ses prisonniers ? Alors la prochaine fois que vous cliquez machinalement sur acheter, ou que vous avez le sentiment de ne jamais en faire assez, demandez-vous simplement qui est aux commandes, moi ou un étranger que j'ai laissé s'installer.